De belles visites en studio parce que c'est l'heure de mettre à jour un petit peu tout ce qui se passe dans le monde criminel ou avec les informations qu'on peut obtenir dans le monde criminel ici dans la région de Québec. C'est toujours un monde qui nous intrigue. Quand ça vient trop proche de chez nous, des fois, on peut avoir une certaine crainte. Mais là, on va en parler évidemment avec enquêteur à la Sûreté du Québec à la retraite, mon ami Pierre Sanson qui est en studio. Salut Pierre. Salut Stéphane. Tu es en forme? Oui, en forme. Ouais. Oui. Tu continues de t'entraîner tous les jours? Je continue de m'entraîner presque tous les jours. Sérieusement, tu vas au gym? Sérieusement. OK. Je placote plus que je m'entraîne, mais je vais au gym. OK. Mais quand t'es... Tu m'as posé la question si j'allais au gym, mais je vais au L'important, gym. c'est d'y aller, c'est de prendre. Puis quand t'es enquêteur, tu sais, quand t'es patrouilleur, je sais que les patrouilleurs ils ont quand même un défi physique là, à maintenir une forme physique. Quand on devient enquêteur, puis là, on est plus avec un crayon qu'avec un fusil à courir après des bandits, comment on gère la forme physique à ce moment-là? Ah, c'est une discipline comme peu importe le métier. Il y a OK. des animateurs de radio qui sont très en forme, d'autres moins. C'est une discipline de vie. C'est vraiment fait ton affaire. Moi, même j'ai une discipline de vie, mais dans d'autres choses. Je visais per personne. Ça va pas ça. Il réponse à toi matin. Ah oui, c'est clair. OK, hey, donc, dans le monde criminel actuellement, là, donc en ce début du mois de juin, dans la région de Québec, là, parce que, tu sais, on entend, là, bon, il y a eu introduction par infraction hier, il y a eu toutes sortes d'histoires qui ont circulé. Est-ce qu'on est dans une période chaude? Est-ce que c'est une période plus calme? Tu situes ça comment actuellement? Bien, lors de ma dernière visite, j'avais mentionné qu'en 2025, ça serait encore une période chaude et on a vu dans les derniers mois qu'on a eu une myriade d'événements. Souvenons-nous, là, plusieurs incendies sur la Rive-Sud, des incendies mineurs, mais dont une majeure quand même à Saint-Michel-de-Bellechasse, un village paisible où un retraité, si on veut, là, des Red Devils, un ancien Black Spitter. Est-ce que tu as connu les Black Spitters? Moi, je sais c'est quoi, là, Ouais, oui. c'est un vieux groupe de motards qu'on peut comparer avec les Red Devils, qui œuvraient dans les années 70. Puis ça, c'était des crottés, Ça avait fini c'était par des une canards. tuerie, ça, hein? Ça, eux autres, ils avaient tué en mars 78 un monsieur de Montmagny, Paul Vizina, si ma mémoire est bonne, au Centre civique. Après un tournoi de hockey, il y avait eu un événement, puis ces gars-là, les Black Spitters, là, vêtus là, des chaînes, puis des patchs, puis des vestes de cuir, là, puis habillés en clown, mais c'était des clowns pas drôles. Là. Ouais. Puis Paul Vizina les avait confrontés et puis il s'était fait poignarder à l'extérieur du bar. Et c'est des gens de Montmagny, plusieurs hommes de Montmagny dans les jours suivants qui s'étaient rendus au village de Saint-Michel. Au repère des... Au repère pour mettre le feu, pour détruire le village. Et ça avait mis fin à ce groupe-là. OK. Et celui qui était incendié, la maison qui était incendiée à Saint-Michel sur la rue des Tourneaux dernièrement, sans nommer son nom, mais mieux connu sous le sobriquet de Bottine. Ça OK. en dit long. OK. Puis rendu à son âge, là, il est trop vieux pour aller des RPA. Là. C'est plus une claque qu'une bottine. OK. Fait que là, les BFM s'attaquent à un has-been comme ça pour passer un message, mais je pense pas que ce soit une bonne solution pour faire peur aux Hells Angels. Donc, il était plus vendeur nécessairement, Non, ou rien, pour rapport dans la distribution, dans le marché. Un outsider. OK. Parce que, donc, en réalité, ce que les gens, si on veut savoir si cette guerre-là va continuer, parce que c'est toujours une question de dispute de marché, est-ce que les marchés ont été redistribués ou il y a encore de la concurrence? Il y a encore de la concurrence, mais depuis l'arrestation de Picturmel le 27 mars, après une cavale de 600 jours, oui, ça s'est calmé au niveau des crimes avec violence. On parle des incendies mineurs, un véhicule qui est incendié, un entrepôt, mais des sculpteurs d'oreilles puis des pyromanes de pochetons là, pour rendre leur niflette inactif, là, on n'en voit plus, heureusement. OK. Fait que là, tu sais, c'est juste des petits joyeux lurons là, qui mettent le feu à gauche et à droite. Dans les villages, moins dans des grandes villes, mais cette île, incroyable. C'est Cette île, ça. là, la violence est là, l'épicentre est rendu là-bas. Et d'ailleurs, la Sûreté du Québec de cette île emprunte des policiers de Québec, de Trois-Rivières, pour aller les aider en renfort, parce que là-bas, ils ont perdu, entre guillemets, le contrôle. Mais Colin, pourtant, tu sais, mettons qu'on parlait dans un domaine, dans un domaine commercial, là. Tu veux que ton commerce soit établi dans une grande ville parce que la quantité de clients est beaucoup plus nombreuse. À cette île, où bien ils sont moins, mais ils consomment plus, pourquoi ça devient une plaque importante de la guerre entre les Hells et le BFM? Il y a beaucoup d'argent, cette île. Oui. Tu sais, l'usine Alouette, le monde Oui. travaille dans les mines, les Ça réserves s'appelle la amérindiennes. Côte-Nord. Le surnom de la Côte-Nord, c'est la Coke-Nord. Ah ouais, OK. Comme la Romaine, ils appelaient ça Roman Coke. Tu sais, il y a beaucoup d'argent, beaucoup de travailleurs. Et la structure, en ce moment,
des gangs est difficile. Avant, les Rock Machines, les Banditos avaient des chefs bien connus. Les Hells Angels, la même chose. Aujourd'hui, les Hells ont encore ces chefs-là, mais les BFM en ont pas. Fait que avec qui les Hells peuvent s'asseoir et essayer de prendre entente? Ils n'ont pas personne. Les BFM, c'est 3-4 canaux ici et là, à gauche pas à droite, puis de temps en temps, ils en empruntent à Montréal pour venir les aider en renfort pour faire peur. Mais c'est tous des petits gars qui commencent dans le crime ou qui ressortent dans le crime. Et une semaine sont du côté des Hells, une semaine sont du côté des BFM. Mais il faut savoir que la police travaille beaucoup là, depuis plusieurs mois. On voit des séries de perquisitions pratiquement à toutes les semaines, aux 15 jours, des arrestations, drogue, saisies, armes à feu. Par contre, il y a toujours le même dénominateur commun. Ils arrivent à la cour ou après les arrestations, ils sont remis en liberté. Système judiciaire oblige. Ça fait pas plaisir aux policiers, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, mais selon toi, quand ils sont remis en liberté, est-ce qu'ils recommencent Ils sont remis avec des conditions, mais tu sais, c'est des conditions. C'est pas vérifiable. Quand tu mets des conditions, tes fils, ils respectent tout ça. Non. Puis là, c'est des bons jeunes. Oui. Fait que alors, amène-toi des criminels. Fait que... OK. Donc, c'est très, très difficile de ce côté-là. Il y a quand même eu plusieurs arrestations, puis on le sait, on l'a entendu, à Saint-Ville, il a fallu qu'ils séparent à un moment donné les gangs, mais il manque pas de soldats. Ils réussissent toujours à recruter du monde, puis... ils vont dans les petits villages, puis ils mettent de la pression. Ils vont en prendre un qui consomme, puis ils vont y dire, regarde, prends une coupe de $100 à soir, tu vas venir, puis tu vas nous accompagner, tu vas conduire le taux, tu vas mettre le feu. Fait que, ils en recrutent. La drogue, c'est facile de recruter du monde parce que t'es tiens avec ça. Hein. Ils ont besoin de consommer, ils n'ont pas nécessairement d'argent. Fait qu'ils sont capables de se ramasser. Toi, tu étais allé chercher Gérald Galland quand on l'a arrêté en Europe et tu l'avais rapatrié ici. Je suis certain que tu aimerais ça qu'on dise, va donc chercher Turmel en Italie. Hein? Ça serait-tu un beau défi de carrière? Oh non, pas plus que ça. Non? Pas plus que ça. C'est un voyage en avion qui est quand même long. C'est toujours le fun de jaser avec l'individu. Gérald Galland, à l'époque, il était déjà en train de devenir délateur, fait qu'il était très volubile dans l'avion. Dave Turmel, c'est pas le cas. Dave Turmel, présentement, il faut savoir qu'il conteste son extradition. Il veut pas revenir ici, lui. OK. Ah non, tout comme Vito Rizzuto l'avait fait pendant plusieurs années, l'ancien parrain de la mafia. Lui, c'était aux États-Unis qu'il était? Il était attendu aux États-Unis. Tout comme Richard Vallée, un membre des Hells, Nomade, qui l'a contesté des années aussi. Fait que lui, il veut pas venir ici. Là. C'est pour ça que ça traîne, Turmel? C'est pour ça que c'est long. Parce que s'il avait accepté de le faire, il serait probablement déjà revenu. OK. Bon, là, il parle qu'il pourrait avoir des accusations là-bas de trafic et peut-être d'autres accusations. Fait qu'il pourrait être amené à faire une certaine période de temps là-bas. Lui, il doit se dire, durant ce temps-là, ça va peut-être se calmer ici, puis ils vont peut-être oublier son nom parce qu'il sait qu'il y a une pression qui l'attend, là. Et est-ce que financièrement, il est capable de toffer cette run-là? On dit que oui. Il y a assez de fonds. Fait que, est-ce qu'il peut être libéré là-bas? Si, mettons, les accusations là-bas n'arrivent pas, il ne peut pas être libéré tant qu'on ne réglera pas s'il y a extradition ou pas. La journée qu'ils vont le libérer aux policiers de la Ville de Québec. OK. Et ça, on ne sait pas quand est-ce que ça peut arriver. Ça peut prendre des années. Dans le cas de Galland, ça avait pris combien de temps? Galland, il avait été arrêté en mai et ramené en août. Mais lui, il ne contestait pas son extradition. OK. Fait que c'est beaucoup plus facile. Vito Rizzuto, ça avait duré des années. Mais durant ce temps-là, il fait du temps. Il est toujours incarcéré. Okay. Est-ce que ce temps-là qui est fait à l'étranger compte comme s'il avait été fait au Québec? Non. Heureusement. Est-ce que, comme dans Galland, là, premièrement, l'as-tu enregistré, ce Galland? On l'a-tu fait ensemble? Oui. On l'a fait, hein? Non, excuse-moi, non. On l'a pas fait encore? On devait le faire, mais t'as cancellé 3 fois les rendez-vous. Ah ouais, c'est ça. Il y avait quelque chose. C'est tout le temps quelque chose. Mais on en a plusieurs en banque en passant parce que j'entends beaucoup la publicité puis je reçois beaucoup de commentaires de si on savait ce qu'on sait pas. Écoute, ils sont en banque, ils sont donnés ici. Évidemment, il faut que les contentieux Cogeco passent là-dessus. Fait que il y a peut-être là un petit délai, mais vous devriez avoir des nouvelles bientôt. Une histoire assez rocambolesque qui s'en vient aussi. Donc là, comme dans le cas de Galland, je voulais savoir, est-ce que lui, il avait commis un crime en Suisse que tu es allé chercher? Ouais. Et, y avait-tu un crime de fait là-bas? Il avait fait un crime à Genève, en Suisse, et il avait été transporté à Zurich. Moi, j'étais allé chercher à Zurich, en Suisse. OK, donc... Mais il y avait déjà 2 enquêteurs qui avaient été l'interroger à Genève, en Suisse, où il s'était mis à table. Exact. Il y a eu une grosse intervention policière du côté de Montréal la semaine passée qui m'apparaissait un peu weirdo, puis je sais que dans la tête des gens, ça n'a aucun bon sens. C'est l'extorsion sous des motifs de sécurité. Là, c'était dans des restaurants de Montréal, de ce que j'ai compris.
Mais c'était pas nouveau, cela, là, ce qu'on a entendu et ce qu'on a vu la semaine passée. C'est pas nouveau dans la région de Montréal. Beaucoup dans les quartiers chauds italiens, où ce que les salons de coiffeuses, les restaurants de pizzeria, beaucoup de commerces, bars de danseuses, bars, garages de véhicules automobiles, où ce que la mafia est réputée de se prendre des cotes là-dessus, un pourcentage là, de protection. Depuis quelques années, la mafia arabe sont beaucoup actifs à Laval, au niveau des restaurants. Il y a dans les 24 derniers mois, là, il y a eu beaucoup d'incendies dans des restaurants arabes. Il y a eu beaucoup d'extorsions et des gens qui ne voulaient pas payer. C'est vraiment, vraiment revenu à la mode, ce qu'on a vécu dans les années 70, ici même à Québec. Là, ici, est-ce qu'on va le revoir? On entend certains épisodes. Moi, j'ai vérifié avec certains amis là, qui ont des bars sur la Rive-Sud, ils n'ont pas été encore approchés là-dessus du tout. Ils n'ont pas eu ce genre de menace. Je pense que tu en as parlé lundi. Il y avait eu un événement à Buckland, sans nommer l'endroit. Un endroit qui est bien tenu. Faut pas être nerveux pour aller parler au propriétaire là-bas. C'est quand même quelqu'un d'assez solide. Mais ça, c'est un événement isolé de ce que j'ai appris. Là. Souvent, il y a un dicton qui dit... ceux qui parlent ne savent pas, puis ceux qui savent ne parlent pas. Mais là-dedans, c'est un peu ça. Là. Je pense que c'est une gang de touristes qui étaient au Massif du Sud, qui ont débarqué à cet endroit-là, puis la chicane a pogné. Puis je t'entendais dire, lundi, si je ne me trompe pas, que les policiers avaient été appelés, mais ne s'étaient pas rendus sur les lieux. Parce qu'il y a eu une victime, il y a quelqu'un qui a mangé toute une volée dans ce bar-là. Là. Souvent, là, les policiers, d'abord, quand il y a un appel, se rendent toujours sur les lieux, mais d'une façon stratégique. Bon. Avant d'arriver là-bas, il faut que tu sois sûr d'être en bon nombre et il faut que tu sois sûr de ne pas envenimer la situation. Tu ne veux pas créer une prise d'otage, tu ne veux pas créer un échange de coups de feu. Je vais te faire un parallèle, un vol qualifié. Dans le temps que les vols à main armée dans les banques... On recevait souvent des appels. Le jeudi matin, à 10 h, l'ouverture de la banque, un hold-up. Jamais que les policiers, ou quand je travaillais, on se rendait là avec les gyrophares, les flashs, rien. On arrivait là discrètement et on se stationnait à proximité de la caisse pour voir sortir les gens. Parce que si on rentre dans la caisse, il va y avoir échange de coups de feu, il va y avoir prise d'otage. À la sortie, là, c'est sécuritaire. Dans les bars, c'est la même chose. Fait que si tu rentres là, la chicane pointe, puis t'es juste deux, les policiers, s'ils ont refusé d'y aller, puis je suis certain qu'ils n'ont pas refusé, d'abord, ils vont demander du renfort. Bellechasse, la nuit, ils peuvent être 3 véhicules. Il y en a deux autres à Montmagny, il y en a 3 autres dans Beauce. Puis au pire, ils appellent Lévis, puis Lévis vont se faire un plaisir de venir nous aider. Je l'ai déjà vécu, la situation. Mais par contre, dans un événement de même, ils vont rester en retrait. Ils vont vérifier toutes les plaques d'immatriculation discrètement qui est dans le stationnement. Ils vont intercepter les gens à leur sortie. Puis la victime sera tout le temps en temps qu'elle vienne porter plainte, si elle désire porter plainte. Mais les tenanciers de bar ne veulent pas voir la police dans le bar. Parce qu'eux autres, là, ça leur fait une coche au niveau de leur permis de boisson. Puis à chaque fois qu'ils ont une coche, bien, il y a un temps qu'ils passent devant la régie, ils peuvent perdre leur permis pendant X nombre de jours. Fait qu'ils n'aiment pas vraiment que la police mette les pieds là. Puis la police, juste pour le plaisir d'y aller, on n'aime pas ça. Parce que moi, dans mes années, c'était à la mode de rockabelle des oreilles. Tu rentrais là, il y avait tout le temps quelques joyeux lurons, chauds comme des têtes de pipe, puis ils chantaient « Bonjour la police, bonjour la police ». Ah ouais, OK. Bon, la mode rock et belles oreilles. À 2 h du matin, de faire chanter ça, t'es patient. Fait que là, à 3 h, tu te parquais un petit peu plus loin, puis là, tu l'interceptais parce que tu sais qu'il était chaud comme une tête de pipe. Il avait perdu ses cordes vocales. Ah oui, il chantait moins. Il chantait moins, là. Il chantait moins pas mal. Mais c'était une autre époque. C'est une autre époque, mais tu sais, puis t'as raison pour les restaurateurs. Je sais que j'ai parlé à un restaurateur qui m'a dit, écoute, moi, je suis obligé de les appeler parce que il y en a d'une gang qui viennent ici, puis ils se font intimider par l'autre gang, puis moi, c'est la sécurité de mes clients. Mais il sait très bien qu'à chaque fois qu'il fait ça, ça donne un rapport qui va dans son dossier de restaurateur. Et même si lui fait ça avec les bonnes valeurs, puis c'est pas parce que c'est distribué de la drogue là, c'est parce que les gens vont souper là, c'est une coche pareille, là, puis ça peut être très nuisible. Effectivement. Fait que là, OK, donc l'extorsion comme ça des bars ou des restaurants, mais c'est eux, les gens qui veulent protéger, qui chargent des cotes comme ça. Tu dis que ça arrivait même dans le monde de l'automobile à ce moment-là? Les wholesalers, permets-moi l'expression anglaise, les vendeurs de tout usagés, il y en a beaucoup qui sont obligés de donner des cotes. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, ou qui sont sous le contrôle. Ça, c'est vraiment relié à Hells Angels. OK. Mais en ce moment, tous les les groupes criminalisés ou ceux qui savent qu'ils sont capables d'aller chercher un montant d'argent, soit par une perception, par une protection, ils vont essayer en menaçant d'incendier le bar. À la limite, dans la guerre des motards qu'on a vécue ici à la fin des années 90-2000, bon, on a vu des bars incendiés
parce que, justement, c'est des propriétaires qui tenaient tête aux belligérants qui leur demandaient un montant d'argent. Alors, leur bar était tout simplement incendié. On a vu ça. Les Hells Angels voulaient rentrer avec le patch dans le bar. Dans le bar aux Folichons. Les Folichons avaient tenu tête. 93, 94. Il y avait eu incendie au Folichon par 2 fois. OK. Fait que, tu sais, souvent, les propriétaires se font dire, écoute, nous autres, on va mettre un vendeur, les Hells Angels, ou peu importe l'organisation criminelle, vont dire, on met un vendeur sur le coin du bar, il va se faire discret, puis tu vas avoir la paix. Sinon, on brûle ton endroit. OK. Fait que, tu sais, c'est des endroits qui sont sous le contrôle des Hells, mais c'est parce que les tenanciers de bar ont peur des représailles. Ceux qui se tiennent debout, qui vont voir la police, ça serait... Oui, c'est ça. Si tu appelles la police, as-tu des chances qu'ils interviennent rapidement? 100% des chances. OK. 100% des chances. Fait que c'est quand même particulier. Écoute, t'es dans ce domaine-là depuis 40 ans ou presque. Est-ce que... Puis ton père était policier à la Sûreté du Québec, enquêteur. T'es devenu enquêteur. Il y en a beaucoup dans la police. On voit ça de père en fils. Et dans le monde criminel, là, est-ce que c'est un peu la même affaire? Y a-tu beaucoup de liens de sang? Puis y en a-tu qui forment vraiment leurs enfants à suivre leurs traces dans le monde criminel? Je crois pas qu'ils forment leurs enfants, mais leurs enfants voient ce que les parents font. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Mais comme dans tout autre métier ou profession, souvent, un médecin va avoir un fils médecin. Mais dans le monde criminel, souvent, ben, leur père a passé 10-15 ans de sa vie en prison. Il a été démuni. Tout a été plus facile pour eux autres de tomber dans le crime. Puis le père, ben, les valeurs inculquées à la maison étaient peut-être pas ceux d'un professionnel ou d'une personne normale. Il y en a beaucoup. Prenons juste l'exemple de... c'est connu, là, Mathieu Pelletier, que sa maison a été tirée à quelques reprises. Bon, c'est le fils de Marc-Tom Pelletier, qui était chef des Hells Angels à Québec. Puis, okay. Mais on pourrait en nommer plusieurs. Mais son père, il est en prison? Ou non, son père est en liberté. Il est en liberté, OK. C'est un membre en règle. Mais il y en a beaucoup là, qu'on pourrait en nommer. À l'époque, Maurice Montboucher, son fils était rocker de Montréal. Mais beaucoup de têtes connues là, dans le crime. Les Rizzuto, Vito Rizzuto, son fils avait pris à un moment donné sa place, cette famille. C'est drôle, hein? Dans la mafia, on le sait que c'est des mafias avec des noms, puis c'est la famille qui pousse et qui nourrit la base d'un groupe mafieux. Et c'est drôle, mais au niveau des motards ou des gangs de rue, c'est un peu la même affaire. Donc, des frères, des sœurs, des fils, c'est... Mais j'ai rencontré souvent des criminels de haut niveau, puis ils me disaient, écoute, j'aimerais ça que mon gars soit dans la police. Ah ouais? Ouais. Puis tu sais, pas parce que t'es un membre en règle d'une organisation criminelle comme les Hells Angels que t'es une tête brûlée, là. Oui, il y en a beaucoup de têtes brûlées là-dedans. Puis oui, c'est des canards, puis je me le plais à le dire. Mais là-dedans, t'en as encore quand même qui ont des bonnes valeurs, malgré, tu sais, qu'ils se disent, ben moi, c'est un business, c'est un commerce. Puis tu sais, on veut pas que des filles se fassent agresser sexuellement. Puis si on sait que ça arrive, ben ils vont passer un mauvais quart d'heure. Tu sais, ils ont quand même une petite éthique. Je dis une petite éthique. Puis ils te disaient, je veux que mon enfant réussisse. Puis ils payaient pour que leurs enfants fassent du sport, etc. Fait que, est-ce qu'ils protégeaient leur famille, justement? Tu sais, mettons qu'il y avait un conflit entre deux gangs. Tu sais, prends-en pas, va pas attaquer ma femme ou mes enfants parce que là, ça va péter. Et ça, on respectait ça ou... Oui, on respectait ça, puis on le respecte encore. Puis je suis surpris en ce moment que... Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est comme Mathieu Pelletier, qui a sa maison, se fait 2 fois, peut-être même 3 fois, des balles, qui n'ait pas une réplique. Mais, comme j'ai déjà dit, je pense à ton émission, où on s'en est déjà parlé ensemble, j'ai déjà rencontré Paul Sasquatch Porter, qui était un influent membre Rock Machine, puis je lui avais demandé, à l'époque de la guerre des gangs à Montréal, pourquoi vous ne tuez pas Maurice Boucher? Vous savez, c'est le chef guerrier. Il dit, on peut pas. Il dit, vous êtes toujours en train de le suivre, de l'écouter, d'avoir des caméras partout. Bien, en ce moment, les Hells Angels ont un peu ce problème-là. Ils savent que la police sont 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, sur tout ce qui est BFM ou relations BFM. As-tu envie de t'approcher d'un? Il y a des chances que la police soit en arrière, tu te fasses poigner. Fait qu'en ce moment, eux autres, ils espèrent juste que les policiers règlent leurs problèmes, qu'il y en ait le plus possible en dedans, puis qu'ils reprennent le contrôle. Là, c'est quelle escouade qui est en vigueur, qui chapeaute tout ça, là? L'Énerco de la Sûreté du Québec, c'est eux autres qui gèrent vraiment tout ça. Mais t'as une autre équipe, une multidisciplinaire, je sais pas s'ils l'appellent comme ça, parce qu'il y a des policiers, entre autres, de l'Énerco qui sont prêtés à la Ville de Québec. Fait que ces 2 équipes-là travaillent
en parallèle, travaillent pas les mêmes sujets, mais les mêmes crimes, travaillent ensemble aussi. Là. Mais c'est eux autres qu'on voit en ce moment faire les perquisitions là, majeures qu'on voit là. Puis ils ont un gros succès, des succès qu'on voyait même pas à mon époque. Là. Les gars travaillent fort. Mais les vacances s'en viennent, sont épuisés, ils manquent de staff. Fait qu'ils peuvent pas tout arrêter tout le monde. Là, OK. Alors que le crime, il prend pas de vacances beaucoup. Le crime prend pas de vacances. Ouais. Ça se laque pas un peu l'été, mettons? Non, tu sais, la vermine, ça sort quand il fait beau. OK. Bon gré, mal gré, ça va être chaud cet été. Ça va être chaud, vraiment, de ce côté-là, c'est certain. Est-ce que tu crois que c'est trop dangereux pour qu'il y ait des agents sources ou des infiltrations C'est toujours dangereux, un agent source. C'est toujours risqué comme opération. Mais les policiers sont rendus bons. Les criminels sont rendus bons, mais les policiers sont rendus très bons. Puis ils mettront jamais en péril la vie d'un agent d'infiltration, d'un agent source. D'ailleurs, on n'a pas vu qui est arrivé. C'est ça, leur vie n'a jamais été vraiment en danger. Non, on n'a jamais entendu qu'un agent source s'était fait tuer. Là. OK. Un informateur, parce qu'il y a eu des erreurs de fait là, par lui-même, ou on a vu dernièrement là, dans les médias, là, un membre de la GRC qui s'est fait voler une clé USB avec une série de noms d'informateurs, de témoins, etc. Quand il arrive un événement de même, on l'avait vécu dans le temps de la guerre des gangs, fin des années 90, Guy Ouellet... Il s'est fait voler sa valise, oui. Tout le monde pense que c'est lui, mais c'était son collègue qui était en train de manger avec lui, qui était responsable des renseignements criminels de l'OPP, Ontario provinciaux... La police de l'Ontario. Police de l'Ontario. Puis c'est lui qui s'était fait voler son ordinateur, et là, il avait découvert le nom d'un informateur, Danny Dessert, qui s'était fait tuer là, dans le secteur là, de Saint-Donat, dans la Nodière. Suite à ce vol-là. Suite à ce vol-là. Okay. Quand il arrive un événement de même, Guy Ouellet n'aurait jamais emmené un ordinateur avec tous les renseignements de même. Ces renseignements-là, tu n'es pas supposé d'avoir ça. Moi, j'ai jamais eu accès à ça. Tu as une personne à Montréal, à Partenay, qui a ça. Alors, celui qui traîne une clé USB, là, ça fait un peu... Pic-pic. Pic-pic, ça fait... Comment ça s'appelait? Mathieu Bernier, pas Maxime Bernier. Il avait emmené des documents chez eux. Là, avec, ça fait un peu ça. Là. OK, je comprends. Est-ce que dans ça, mais mettons que tu rencontrais un criminel qui te donnait des renseignements importants, tu prenais pas de notes, papier, quelque chose? Oui, ces renseignements-là sont toujours colligés sur un rapport qui, après ça... mais tu les emmènes pas au restaurant, les rapports? Ni chez vous, ni au restaurant. Ils s'en vont, t'es collé au bureau, puis après ça, ils s'en vont dans un ordinateur à Montréal de façon très sécuritaire, puis tu peux pas les... si tu veux les reconsulter, ça prend des permissions, puis tu peux pas... Un policier de Gaspésie peut pas avoir accès à ces rapports-là pour les consulter. Ça prend des permissions OK, c'est très sécurisé. Très sécurisé. Fait que si quelqu'un a envie de donner de l'information, rassurez-vous, c'est très sécurisé. OK. Donc, l'été va être chaud quand même. En tout cas, on ne se le souhaite pas, mais ça va être chaud dans la région de Québec parce que l'été, les membres de la police sont un peu moins nombreux sur le terrain et souvent la criminalité reste quand même la même. Il y a beaucoup de gens aux enquêtes présentement, fait qu'ils ont moins de vacances l'été. Moins de vacances, les jeunes. J'ose espérer qu'ils vont être tout aussi présents. Travaillez, prenez ça l'hiver, les jeunes. Pierre. Peut-être profiter des connaissances de Pierre pour parler de David Wolf Carroll. Son fils est disparu dans les dernières semaines. C'est un auditeur qui nous rappelle ça, puis c'est intéressant. David Wolf Carroll, c'est un membre des Hells Angels qui, lui, est disparu depuis 2001, mais on ne sait pas où, on ne sait pas quoi. Peux-tu peut-être nous rappeler vite, c'est quoi cette histoire-là? Ouais, David Wolf Carroll est un membre en règle des achats nomades. Et puis, lui, est disparu depuis l'opération Printemps 2001. Ouais. Ce matin-là, il n'était pas chez eux. Lui, il restait dans les Hautes-Laurentides. Son fils, c'est un tannant. C'est lui qui avait fait la manchette des journaux parce qu'il avait vraiment battu une barmaid dans un bar de la Rive-Sud, le Chivas. Ça avait été médiatisé beaucoup, là, plusieurs années. Et il l'avait vraiment battu. Là. Puis il a fait... Dans le bar? À la sortie du bar. Puis ça avait commencé dans le bar. Puis, ça fait quoi? Ça fait 20 ans de ça? Ah, non, c'est 5, 6, 7 ans, peut-être. Et puis, ce jeune-là, il porte pas le nom de Wolf. Son nom est... Nicholas David Carroll, oui. Nicholas David Carroll, OK. Puis, son auto a été retrouvé en bordure de la route, près de Cap-Tri, là, 158, dans les dernières semaines, là, si je ne me trompe pas, là, avec son cellulaire dedans, puis il est rapporté disparu. Mais David Wolf, il est caché en Europe, lui, depuis toujours. Mais l'autre, c'était... c'est pas le même genre de criminel, c'est un criminel de... C'est un crotté. C'est un crotté, lui. Puis lui, on ne le reverra pas, lui. Il n'est pas parti se cacher en Europe. Il est plus caché à terre. Non, il mange les pissenlits par la racine. Ah ouais, OK. Alors que... Mais quand son père, l'opération 2001 arrive,
lui, quoi, il y a eu vent avant, tu penses? Non, non, il était à l'extérieur pour un voyage. OK. Puis c'est comme si, tu sais... Puis il avait suffisamment ramassé d'argent, mettons, dans la criminalité à cette époque-là, parce que Nomad, t'es quand même dans le plus haut grade des Hells Angels. Il avait ramassé assez d'argent pour pouvoir David vivre. Carroll avait une maison dans les Hautes-Laurentides, dans les Laurentides, en haut de Saint-Sauveur, qui valait plusieurs centaines de mille. Oui, il avait ramassé beaucoup d'argent, mais rendu de là-bas, ben il travaille. Il va être associé dans un chapitre qui vont le protéger, mais qui va continuer à travailler, qui va avoir des ramifications. Puis encore peut-être aussi certains clients puis des redevances qui viennent du Québec puis du Canada, parce que lui, il fait affaire aussi avec l'Ontario. C'est là que le télétravail a commencé? Pas mal. Eh bien, Pierre Sanson, toujours un plaisir. Fait qu'on se fait des podcasts bientôt? Quand tu seras prêt. Ben, moi, je suis tout le temps prêt. Là. Arrête de me canceller et dire que c'est moi, bâtins. Merci beaucoup. C'est toujours agréable de se parler. C'est plus le fun avec un petit verre de gin. Là. Puis le pire, c'est qu'il faut recommencer parce qu'on s'en souvient plus le lendemain, mais ça, c'est pas grave. Pierre Sanson, enquêteur retraité de la Sûreté du Québec. Voilà, on a mis à jour un peu la situation actuelle entre le BFM, les Hells Angels et la petite criminalité de Québec. Bougez pas, on revient dans un instant.